Et si la plus grande révolution africaine ne se déroulait pas sous les projecteurs, ni dans le vacarme des foules, mais dans le murmure d'un simple mot, assez. Pendant des décennies, l'image de l'Afrique diffusée dans le monde était celle d'une douleur contenue, d'une terre lassée d'attendre sa délivrance. On répétait qu'elle n'était qu'une victime, condamnée à recevoir, à endurer, à espérer un miracle venu d'ailleurs. Pourtant, loin des caméras, dans l'immensité du Sahel, un autre récit prenait racine. Ici, la lassitude s'est changée en révolte discrète, puis en force silencieuse. Ce n'était pas une révolution de slogans, mais une reconquête de dignité, un refus de l'humiliation, un silence chargé de sens. Là où le monde percevait une Afrique passive, d'autres devinaient une puissance tapie, prête à surgir. Dans cette poussière, au cœur du Burkina Faso, un nom a commencé à circuler. Ibrahim Traoré. Il n'a pas vociféré. Il a juste prononcé ce mot. Assez. Ce mot, porté par le vent, a réveillé bien plus qu'une armée. Sous sa direction, et grâce à l'alliance des États du Sahel, une victoire improbable a vu le jour à Tindaban. Une victoire non seulement militaire, mais aussi culturelle, politique et surtout spirituelle. Ce qui s'est joué là-bas, c'est l'éveil d'un peuple, et par extension, d'un continent entier. Ibrahim Traoré et ses compagnons ont prouvé que l'Afrique pouvait se lever, s'unir et agir pour elle-même, loin des regards condescendants et des aides intéressées. Tindaban n'est pas qu'un point perdu sur la carte. C'est devenu le symbole d'une Afrique qui affirme « Nous reprenons notre destin ». Ignorer cette histoire, c'est manquer le tournant d'une génération. Refuser de la comprendre, c'est risquer de rester prisonnier des vieux récits, ceux où l'Afrique subit et attend, alors qu'elle s'impose désormais comme actrice de son avenir. Mais comment ce mot a-t-il pu transformer une lassitude en force collective? Pour saisir l'ampleur de ce basculement, il faut revenir au début de ce soulèvement silencieux. Pourquoi l'Afrique a-t-elle tant tardé à écrire son propre réveil? Pendant si longtemps, le Sahel fut présenté comme une plaie béante du continent. La guerre, la pauvreté, la sécheresse et les déplacements ont sculpté chaque génération, imprimant sur la terre une attente douloureuse, presque résignée. L'histoire ici s'est racontée dans le silence des villages désertés, les familles dispersées par l'insécurité, les rêves enfouis sous le sable brûlant. Année après année, les capitales occidentales ont promis des miracles. Aide massive, intervention, casque bleu. Mais la réalité s'est acharnée à démentir tous les slogans. Les milliards d'aides s'évaporaient. Les soldats étrangers passaient comme des ombres, laissant derrière eux plus d'incertitudes que de réponses. Pour beaucoup, ces promesses sont devenues un refrain amer, où l'attente se confondait avec l'humiliation. Pour illustrer la profondeur de cette attente, souvenons-nous de l'opération Barkhane, lancée il y a plus de 10 ans. Présentée comme la réponse décisive au terrorisme, elle a mobilisé des milliers de soldats français, des hélicoptères dernier cri, des convois blindés traversant la savane du Mali au Tchad. Mais dans les villages de Boni ou de Kidal, les habitants voyaient surtout les mêmes scènes se répéter. Fouilles, contrôles, promesses de sécurité, puis, quelques semaines plus tard, un retour du danger, comme si chaque victoire était aussitôt effacée par la poussière du doute. Au lendemain des indépendances, la fierté résonnait de Dakar à Niamey. On célébrait une Afrique maîtresse de sa route. Mais l'euphorie s'est effilochée, remplacée par un quotidien rugueux. Route jamais construite, réforme vite oubliée. Une génération a espéré. Une autre a survécu, souvent sacrifiée pour des intérêts qui n'étaient pas les siens. Peu à peu, une lassitude profonde s'est installée. L'impression d'attendre constamment un sauveur étranger a rongé l'âme des peuples du Sahel. Mais au cœur de cette fatigue, une question a germé. Et si l'attente était le vrai piège? Rester prisonnier de cette attente, c'était s'enfoncer encore, gaspiller des vies, livrer la dignité collective au calcul des puissants. Toute la région risquait de se figer en décor de promesses creuses et d'alliances imposées. Pourtant, l'histoire réserve toujours des surprises. Remontons le temps. Dans les années 60, de nombreux pays africains célébrèrent leur indépendance. Les discours vibrants de leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana, Modibo Keïta au Mali ou Patrice Lumumba au Congo
proclamait une nouvelle ère. Les drapeaux, fraîchement cousus, flottaient lors de cérémonies solennelles. Mais très vite, les rêves d'autonomie ont été freinés par des réseaux d'influence, des prêts conditionnés, des accords de coopération qui n'avaient d'égal que leur opacité. L'Afrique, à peine libérée du joug colonial, se retrouvait piégée dans la toile d'une dépendance moderne. C'est alors, dans ce climat d'épuisement, qu'un nom commence à circuler. Un souffle nouveau traverse le Sahel, porté par des voix qui refusent la résignation. Ibrahim Traoré, symbole d'un changement inattendu, attire l'attention et fait vibrer l'espoir. Et si, pour la première fois, l'Afrique décidait de dire non et d'agir sans demander la moindre permission? C'est exactement ce qui s'est joué à Tindaban. Là où tant d'autres attendaient encore des instructions ou des secours venus d'ailleurs, Ibrahim Traoré et les siens ont choisi de prendre leur destin en main, sans intermédiaire, sans filet de sécurité occidentale. Pour comprendre la portée de ce geste, rappelons-nous d'autres moments charnières de l'histoire mondiale. En 1940, face à l'occupation, la France libre autour du général de Gaulle n'a pas attendu l'aval de Londres ou de Washington pour rallier les forces de la liberté. En 1956, lors de la crise de Suez, l'Égypte de Nasser a osé nationaliser le canal contre vent et marée, affirmant une souveraineté que le monde croyait impossible. À Tindaban, le Sahel a fait le même pari, celui de l'audace face à la fatalité. Au départ, la lassitude était partout. Des années à enterrer des promesses, à voir défiler des convois étrangers dans les rues, sans jamais offrir de solution durable. Mais de cette fatigue a jailli une détermination farouche, portée par Traoré, un homme ordinaire devenu le visage du refus, celui de la résignation, du fatalisme appris. C'est ainsi qu'est née l'Alliance des États du Sahel. Non pas sur la base d'accords dictés dans des ambassades lointaines, mais dans l'urgence d'une histoire partagée, de blessures communes. Pour la première fois, il n'y avait pas un seul conseiller étranger dans la salle. Les décisions, la stratégie, l'organisation, tout était africain, pensé et décidé sur place. Cette autonomie, presque inimaginable quelques mois auparavant, a surpris même les alliés les plus sceptiques. La préparation n'a pas consisté simplement à lever des troupes. Dans l'ombre, des ingénieurs burkinabés ont conçu des réseaux d'intelligence et déployé des drones fabriqués localement, une technologie modeste mais parfaitement adaptée. Les officiers ont coordonné leurs actions, minute après minute, avec le Mali et le Niger. Partage des informations en temps réel, surveillance des mouvements ennemis, anticipation des points faibles. Pas de précipitation, pas d'improvisation. La nuit de la bataille, la discipline a été le vrai moteur. Pas de discours enflammés, pas de caméra. Juste le silence des soldats, la concentration des opérateurs et la certitude de combattre enfin pour leur propre avenir. Les unités avançaient comme un seul corps, chaque mouvement synchronisé, chaque décision souveraine. L'ennemi, habitué à exploiter les divisions, a été pris de court par cette unité nouvelle. Pour bien comprendre l'impact de cette cohésion, on peut la comparer à la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Là, les troupes vietnamiennes, longtemps perçues comme divisées et moins équipées, ont triomphé par leur discipline et leur coordination, surprenant l'armée française. À Tindaban, la surprise a été la même. Une organisation sans faille, une solidarité qui a fait la différence. Le choc n'a pas duré. Après quelques heures, la victoire était acquise. Les positions ennemies neutralisées, les pertes minimales. Mais surtout, aucun triomphalisme. Pas de défilé, pas de slogan. Juste un souffle nouveau, fait de dignité retrouvée et de promesses silencieuses, la certitude d'avoir brisé, au moins pour un temps, le cycle de la dépendance. Ce succès n'a rien d'anodin. Un échec aurait signifié la perpétuation d'un vieux récit, celui d'une Afrique éternellement condamnée à attendre l'aide et à subir le regard de l'autre. Mais la réussite de Tindaban change tout. Elle ouvre une brèche vers l'autonomie, prouve que patience et confiance en soi sont des armes redoutables, et que l'innovation locale peut défier même les scénarios les plus sombres. Mais cette victoire ne garantit rien pour l'avenir. Désormais, il faut transformer l'essai, rester unis,
inventer la suite, et ne pas laisser retomber l'élan de Tindaban. Comment un silence s'est-il métamorphosé en cri, retentissant de Ouagadougou à Paris, jusque dans les couloirs calfeutrés de Washington? En quelques jours, le monde a changé de visage. Les rédactions occidentales, prises de court, n'avaient ni image de soldats étrangers, ni déclaration de chefs d'État européens. Restait seulement la confirmation, sèche et indiscutable. L'Alliance des États du Sahel venait de remporter une victoire décisive à Tindaban, par ses propres moyens, sans la moindre aide extérieure. Les médias, habitués à présenter l'Afrique comme un éternel patient, ont vacillé. Comment expliquer ce basculement soudain, cette efficacité, cette coordination inédite? Les certitudes se sont lézardées. Sur les plateaux télévisés, l'inquiétude s'est installée, mais aussi un début de remise en question. Et si, depuis toujours, nous avions mal raconté l'Afrique? Pendant que les experts spéculaient, la nouvelle s'est propagée à la vitesse de l'éclair dans les villages du Sahel. À Tindaban, à Gorom Gorom, à Bankilare, à Seno, jusque dans les faubourgs de Bamako, les gens sont sortis dans les rues. Pas de défilé officiel, mais des chants, des danses, des messes d'action de grâce, des prières à l'ombre des grands arbres. Les enfants ont rejoué la bataille avec des bâtons. Les anciens, d'ordinaire silencieux, ont esquissé un sourire. Quelque chose de neuf est né. Une fierté populaire qu'aucun slogan politique n'avait rallumée depuis l'indépendance. Très vite, la contagion a dépassé les frontières. Dignité et autonomie. Ce n'était plus une affaire militaire, mais une proclamation, portée sur les ondes communautaires, traduite dans chaque langue, partagée sur les réseaux sociaux du continent. Les rappeurs de Niamey et les conteurs de Sikasso ont repris le récit, et bientôt, chaque adolescent s'est senti héritier d'une victoire collective. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les chefs traditionnels, les responsables communautaires et les jeunes diplômés se sont réunis pour rédiger, dans une urgence joyeuse, les premiers articles d'une charte commune. On y parlait d'entraide, de partage des ressources, de conseils transfrontaliers, d'outils locaux pour la justice et la gouvernance. Ce n'était plus le temps des conférences de bailleurs, mais celui de la construction concrète, avec les moyens du pays et l'intelligence de tous. Peu à peu, ce phénomène a reçu un nom, d'abord chuchoté, puis proclamé avec fierté, l'effet Tindaban. D'une victoire militaire, on glissait vers une refondation sociale et culturelle. Dans les écoles, les instituteurs expliquaient que les héros ne portaient pas toujours d'armes, mais que leur force s'appelait patience, mémoire, ténacité. Les radios locales diffusaient désormais des débats sur l'agriculture régénérative, la sécurité partagée, la transmission des savoirs, la solidarité des femmes sur les marchés, l'artisanat. Prenons l'exemple de la petite ville de Dori, au nord du Burkina Faso. Là, en l'espace de quelques semaines, les habitants ont créé une coopérative pour réhabiliter les puits asséchés, s'appuyant sur les savoirs des anciens et l'énergie des jeunes. Les femmes ont réorganisé les marchés pour privilégier la production locale, bannissant progressivement la dépendance aux aliments importés. Un groupe d'enseignants a lancé des cours du soir pour adultes, permettant à chacun de maîtriser les bases de la gestion et de la citoyenneté. Au sein de la diaspora africaine, de Dakar à Paris en passant par Montréal, le récit s'est imposé. L'Afrique venait de prouver qu'elle pouvait écrire, défendre et partager son propre destin. Les jeunes, parfois écartelés entre deux mondes, redressèrent la tête. Ce succès n'était ni un mirage, ni un don, mais le fruit d'une stratégie patiemment mûrie, loin des projecteurs. Pourtant, un risque subsiste. Ne pas saisir ce basculement, c'est rester prisonnier d'anciens schémas où d'autres racontent, nomment, décident à notre place. Aujourd'hui, le pouvoir de se définir soi-même n'est plus un rêve, mais une nécessité vitale. Il s'agit de transformer l'élan de Tindaban en habitude durable, car sinon, le continent pourrait retomber dans l'ombre de la dépendance. Mais comment franchir ce seuil? Comment faire d'une victoire exceptionnelle la pierre angulaire d'une souveraineté quotidienne enracinée dans les institutions et la vie de chacun? À Tindaban, certains commencent déjà à douter. La victoire sera-t-elle durable ou éphémère?
L'heure est venue d'affronter les défis concrets qui attendent l'Alliance. Peut-on vraiment bâtir une souveraineté vivante, loin des projecteurs, loin des slogans? Telle est la question brûlante née à Tindaban, celle qui, chaque matin, réclame d'être incarnée dans la réalité. La victoire ne s'arrête pas à la lisière des combats. Elle s'immisce dans les marchés de Wahiguya, où désormais, les produits locaux triomphent, où les femmes dressent la tête, fières de nourrir sans dépendance. Dans les écoles rurales, les enfants découvrent le Sahel non comme une terre de victimes, mais comme un berceau de bâtisseurs. Même les jeunes, jadis partis vers l'Europe, rentrent tenter leur chance, soutenus par un souffle neuf. C'est dans ces gestes modestes que la souveraineté prend racine. Creuser un puits, refaire vivre un dispensaire, relancer une fête qui rassemble 3 générations. Ce réveil n'est pas isolé. La diaspora, de Paris à Bamako, s'implique, envoie des fonds, partage des projets, décidée à agir sans attendre validation ou permission. Pour donner un exemple concret, regardons ce qui s'est passé dans la région de Kaya. Les jeunes y ont monté une start-up agricole, utilisant des techniques de permaculture adaptées au climat sahélien. En quelques mois, la production maraîchère a doublé, permettant non seulement de nourrir la communauté, mais aussi de vendre les surplus sur les marchés voisins. Cette initiative, modeste au départ, a inspiré d'autres villages, qui à leur tour ont lancé des potagers collectifs, réduisant la dépendance aux importations. Mais au cœur du modèle burkinabé, 3 piliers s'imposent: discipline, service, unité. Ici, ces mots ne sonnent pas creux. Les jeunes nettoient les quartiers, les anciens enseignent dans des ateliers, chacun comprend que l'effort collectif l'emporte sur la réussite individuelle. L'humilité devient un devoir envers l'histoire commune. Pourtant, la route reste accidentée. Les sanctions économiques étranglent, les pressions diplomatiques menacent l'alliance, les récoltes tardent, les prix s'envolent. Mais une armure s'est forgée dans l'adversité. On apprend à se passer du superflu, à inventer avec peu, à célébrer la plus petite victoire. Le combat le plus décisif demeure souterrain, celui contre la dépendance intérieure. Refuser de croire que seul l'extérieur peut sauver. Refuser de se penser minuscule. Par la contagion d'exemples locaux, le modèle burkinabé inspire au-delà du Sahel. Au Sénégal, des coopératives naissent. Au Niger, des ateliers d'innovation s'ouvrent. Une coopération d'égal à égal prend forme, dessinant les premiers traits d'une autonomie continentale. Pour mieux comprendre la portée de ces transformations, il suffit d'observer l'évolution des échanges dans la ville de Niamey. Autrefois, les marchés étaient inondés de produits importés d'Europe ou d'Asie. Désormais, près de la moitié des étals présentent des produits nigériens ou burkinabés, fruits d'une collaboration agricole renforcée. Les femmes, souvent marginalisées, dirigent des associations de transformation de céréales, exportant leur savoir-faire dans les pays voisins. Mais l'ombre plane toujours. Sans ancrage quotidien, le réveil de Tindaban ne serait qu'un feu de paille. L'Afrique pourrait replonger dans l'attente, gaspillant une chance unique de bâtir sa dignité retrouvée. Pour éviter cela, des étapes concrètes sont proposées. Premièrement, renforcer l'éducation locale, non seulement en construisant des écoles, mais en repensant les programmes pour valoriser l'histoire africaine, la gestion communautaire et les sciences adaptées à l'environnement. Deuxièmement, encourager la création de fonds d'investissement locaux, alimentés par la diaspora et les entreprises africaines, afin de financer les projets stratégiques sans dépendre du crédit international. Troisièmement, instaurer des journées de service civique régional, où chaque citoyen, jeune ou âgé, consacre quelques heures par mois à des actions collectives, reboisement, assainissement, transmission des savoirs. Pour garantir la pérennité de ces initiatives, il est crucial de bâtir des institutions transparentes et résilientes. Les conseils de village doivent inclure des représentants des jeunes et des femmes, et chaque décision doit être rendue publique afin de renforcer la confiance. Le recours aux nouvelles technologies, comme les plateformes de gouvernance participative par SMS, permet d'impliquer même les villages les plus isolés. Enfin, il est essentiel d'ancrer cette renaissance dans la culture populaire. Organiser des festivals célébrant les réussites locales, produire des films et des chansons racontant les histoires de Tindaban, publier des bandes dessinées expliquant la souveraineté aux enfants,
sont autant de moyens de tisser ce nouvel imaginaire collectif. Pourtant, rien n'est acquis. La suite dépendra de la capacité des peuples à transformer l'élan de Tindaban en une force durable. À l'horizon, une ultime épreuve se dessine. Écoutez. Le désert n'attend plus. Il appelle, plus fort que jamais. Sa voix se glisse entre les dunes, portée par la mémoire de ceux qui ont refusé de plier le genou. Aujourd'hui, le Sahel n'est plus une blessure béante, mais une cicatrice vivante, preuve d'une renaissance forgée dans la patience et le sable brûlant. L'histoire retiendra que la victoire de Tindaban ne se limite pas à une bataille ou à une alliance armée. C'est le triomphe d'un peuple qui a brisé le miroir déformant où l'on ne voyait que souffrance et attente. Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel ont démontré, sans bruit ni arrogance, que l'Afrique peut choisir son destin et que la souveraineté ne se mendie pas, elle se conquiert, dans la discrétion des nuits d'incertitude, dans la modestie de l'action partagée. Ce réveil résonne bien au-delà des frontières tracées à la règle. Il vient déranger habitude, récit et certitude, bousculant le regard que le monde porte sur l'Afrique et sur lui-même. Ignorer ce moment, c'est risquer de manquer un point de bascule. Celui où la patience, l'innovation locale et le courage collectif deviennent les nouveaux étendards du pouvoir. Laisser passer cette chance, c'est accepter que la dépendance et la résignation réinstallent leur silence, insidieux mais persistant. Le désert enseigne que chaque saison finit par laisser place à une autre. Aujourd'hui, le souffle de Tindaban invite chacun à sortir de l'attente, à rejoindre le mouvement d'éveil, où chaque voix, chaque geste compte. À ceux qui doutent encore, souvenez-vous, c'est l'habitude d'être simple spectateur qui entretient le cycle de la soumission. La dignité retrouvée du Sahel n'est pas un spectacle à regarder, mais un appel à l'action réfléchie et collective. Une invitation à questionner nos dépendances, à cultiver l'esprit d'initiative et à bâtir ensemble des alliances solides qui résistent aux tempêtes. Ce que l'Afrique vient de prouver, c'est que l'humilité silencieuse peut peser plus lourd que 1000 discours venus d'ailleurs. Ne laissons pas l'histoire rejouer le même refrain. Saisissons cette leçon, portons-la en nous, pour que demain ne soit plus l'écho d'hier. Car le désert n'attend plus. Et désormais, le monde non plus.